Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du MMA Secret Lab. On revient sur l'émission Secret Corner avec aujourd'hui mon ami Chris Stabil. Ça va Chris? Ça va et toi? Très bien, très bien. Donc avant de commencer l'émission, abonnez-vous à la chaîne, mettez des notifications, mettez un pouce bleu et on va partir sur l'émission aujourd'hui qui va commencer avec un format 5 x 5 minutes. On va faire comme sur un title shot tous les deux. Un combat de championnat. Exactement. Et du coup, on va partir sur un 5 x 5 minutes. On va répondre à une thématique aujourd'hui. Donc restez bien installé sur votre canapé, mettez votre podcast, réglez votre son et on va se faire un truc bien. On a nos petits cafés, on va partager un moment avec vous. A tout de suite les gars. Ok, on commence l'émission. Chris, donc comme d'habitude, ce que je dis à tout le monde, tu vas te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas et nous deux on pourra parler de comment on s'est connus. Allez, c'est parti Chris. Ça marche avec plaisir. Donc bonjour à tous, donc moi c'est Chris. Donc je suis ancien fighter en MMA, donc j'ai eu un parcours amateur, un parcours professionnel. Aujourd'hui je suis compétiteur en bodybuilding, je suis également préparateur physique et nutritionniste. Donc je me suis spécialisé dans le domaine du body et du MMA, mais je m'occupe également de tout type de public. Et aujourd'hui je travaille essentiellement sur 3 continents qui sont l'Europe, les Émirats et l'Amérique du Nord. Ouais, et surtout vous allez pouvoir suivre son réseau social et donc vous pourrez voir ce que Chris propose à travers ses voyages. Et c'est encore une fois un truc où on se rejoint tous les deux, c'est les voyages. C'est ça. C'est aller apprendre à l'étranger, aller s'instruire à l'étranger. Voyager pour sa passion. Ouais, que ce soit en bodybuilding ou en MMA. Puisque comme tu l'as dit, maintenant tu es dans le body, mais tu étais dans le MMA, donc tu as 2 domaines de compétences qui sont vachement forts et qui sont aussi vachement intéressants. Donc du coup, on va démarrer le premier round. T'es d'accord? Let's go. Allez, on y va. Premier round, 5 minutes, c'est parti, on lance le timer. Ok, on part sur le premier round. Premier round, le thème c'est les similitudes et les différences dans nos 2 disciplines, MMA et bodybuilding. Je te laisse la parole, Chris. Alors, il y a plusieurs paramètres, donc bien évidemment, il faut voir de qui on parle. Si on parle de personnes qui font ça juste pour le loisir ou de compétiteurs, donc je pense qu'on va partir sur le profil plus compétiteur. Donc, en termes de similitudes, on va rentrer sur l'aspect vraiment sérieux, abnégation, rigueur. Parce qu'on sait très bien que de toute façon, dans ces 2 disciplines-là, ça se fait comme un marathon et ce n'est pas un sprint. On ne peut pas faire l'apprentissage du sol, par exemple, en 2 semaines, comme on ne peut pas se construire un physique en 2 semaines. Ça prend vraiment du temps et il faut travailler dessus. Donc ça, c'est vraiment une similitude qu'il peut y avoir dans les 2 disciplines. En termes de différence, l'aspect compétitif, qui n'est pas du tout le même, en bodybuilding, c'est un sport qui est uniquement subjectif. Donc on doit correspondre en fait en compétition aux critères définis par la division dans laquelle on est. Mais quoi qu'il arrive à la fin, de toute façon, c'est des juges qui vont donner leur verdict et leurs résultats. Alors qu'en fight, ça peut être le cas si on a affaire à une décision, mais on peut être le propre chef en fait de sa propre décision. D'accord ? On peut gagner par KO, on peut gagner par soumission. Ce qui n'est pas le cas en bodybuilding. Et tu peux avoir un gros ventre comme Fedor aussi. C'est possible aussi. Parce que ça me rassure. Body, ce sera différent. Mais c'est vrai que voilà, donc en termes de similitude, de différence, on peut être là-dessus. Et on peut rentrer également sur une chose qui est une différence, mais qui devrait être une similitude. C'est-à-dire que si on part par exemple sur l'aspect nutritionnel, on sait beaucoup que dans le MMA, il y a beaucoup de manque de sérieux à ce niveau-là sur les périodes hors compétitives. Ouais. Alors que pour un bodybuilder, il faut être vraiment sérieux et tenir une diète toute l'année pour avoir le plus de résultats possible. Donc voilà, ça c'est un truc qui normalement devrait être le même chez les fighters. Ils devraient avoir cette même rigueur au niveau de l'alimentation toute l'année pour avoir vraiment des performances tout le temps au top. Bah, du coup, Chris, moi je vais rejoindre ce que tu dis. C'est-à-dire au niveau quand tu parles d'endurance, c'est comme un marathon, tu as raison, le MMA c'est un sport de planification, c'est un sport où tu vas devoir avoir un planning et en plus c'est pluridisciplinaire, donc tu dois avoir de la lutte, du sol, de la préparation physique, de la boxe pied-point, donc déjà tu es pluridisciplinaire et tes résultats ils vont dépendre de ta planification et aussi ta résultante lors de la compétition. C'est-à-dire que ton test final, ça sera la compétition et ta progression elle se fera dans le temps. Toi tu dis qu'il faut des séances et il faut faire beaucoup de choses pour se forger un corps. En MMA, pour avoir un niveau, c'est pareil. Il va falloir vous forger beaucoup d'entraînement.
va falloir faire en année. Parce que souvent, je te prends un exemple, peut-être que je suis un peu hors sujet, mais je te prends un exemple, les gens qui te disent ça fait 2 ans que je fais du MMA, c'est pas vrai, ça fait pas 2 ans puisqu'ils s'entraînent pas 6 jours sur 7 à 3 heures par jour minimum. Les gars, ils s'entraînent 3 fois par semaine à 1h30, et le reste du temps, ils font autre chose. Et du coup, ils te disent que ça fait 3 ans qu'ils font du MMA. Moi, ça reste du loisir, ça. Voilà. Pour moi, c'est pour ça qu'on parle de la différence entre la compétition et le loisir. C'est ça. Donc, l'endurance, le fait d'avoir une planification, je te rejoins à 100%, ça va être les mêmes similitudes que le bodybuilding. Ouais. Après, la seule différence, c'est comme tu as dit, et je reviens dessus, et je suis d'accord avec toi à 100%, c'est le fait que sur notre travail, à la fin, on va avoir une différence qui est marquante par rapport au bodybuilding, c'est le résultat final. Ouais. KO, TKO, soumission, disqualification aussi. Hein. Finalité n'est pas la même. Disqualification. Et là, du coup, tu vas pouvoir gagner ton round d'une autre façon. Et puis après, je reviens dessus aussi, avoir un gros bide. Bon, on y va, on part sur le deuxième round, les gars. Ok, Chris, on va passer au deuxième round. Le deuxième round, c'est l'aspect mental. Ouais. Donc, comme tu viens du bodybuilding, comme on avait dit au départ, tu vas nous parler de l'aspect du mental dans le bodybuilding avec différents types de publics. Et moi, ça va être pareil pour le MMA. Donc, je te laisse la parole. C'est parti. Deuxième round, 5 minutes. Alors, concernant l'aspect mental, donc je vais rester vraiment dans le body. Donc, c'est vraiment très important. Encore une fois, on va revenir sur même le premier round, sur ce qu'on parlait tout à l'heure. Il faut vraiment un sérieux, une rigueur, une abnégation pour avoir des résultats. À côté de ça, le body, pour vraiment performer, il faut que ça devienne un conditionnement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'entraînement, il n'y a pas que l'aspect alimentation, mais il y a également tout ton mode de vie qui rentre en ligne de compte. Il faut vraiment être le plus apaisé possible pour pouvoir performer. C'est sûr que la personne qui est compétiteur, compétitrice et qui a énormément de problèmes annexes autour de sa focalisation en vue d'un objectif, très compliqué. Ça devient problématique. Pourquoi? Parce que ça va nuire à sa performance, ça va nuire à sa concentration, à son sérieux. Donc il faut vraiment créer en fait un environnement propice à la performance. Et pour ça, il faut se conditionner. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas de... À un moment donné, on fait un choix. Le choix, c'est de performer. Donc il faut tout mettre en œuvre pour ça. Au niveau de l'entraînement, de l'alimentation, de la vie de famille, tout doit être vraiment en corrélation avec l'objectif à atteindre. Pour quelqu'un qui est tout public, si on va dire ça comme ça, il a également des objectifs à atteindre. Quand c'est quelqu'un qui est pour une perte de poids, une prise de poids, pour un problème de santé, etc., il a également un objectif à atteindre, sauf qu'il n'y a pas forcément de deadline. Donc à partir de là, l'aspect mental, il se doit malgré tout d'être présent. Pourquoi? Parce que s'il a une diététique à suivre, il se doit de la suivre. Un entraînement à suivre, il se doit de le suivre. Mais ce n'est pas pareil. Pourquoi? Parce qu'il peut se permettre de rater une journée. Ce n'est pas dramatique si on reprend le lendemain. Pour un compétiteur, encore une fois, c'est différent. Il se doit d'être vraiment à 100% dans ce qu'il fait tout le temps. Il doit avoir une planification. Et si jamais il y a un entraînement qui a été manqué pour un compétiteur, il va falloir retravailler pour combler ce truc. Et puis même sur l'aspect psychologique, plus les choses y sont faites correctement, et bien et tout le temps, et plus forcément tu as une confiance en toi et tu avances. D'accord. C'est super intéressant ce que tu dis, hein, vraiment. Moi, je vais revenir sur la partie MMA, que tu connais aussi. Hein. Bien sûr. Voilà. Au niveau du MMA, je vais parler des deux publics. Donc, je vais parler et des compétiteurs et je vais parler des tout publics. Donc, je vais commencer par tout public. Donc, tout public, tu sais, moi, je disais à mes élèves dans les différents clubs où je bossais, où je travaillais, je disais qu'à partir du moment où le gars il sort de son boulot, ou la nana sort de son boulot et qu'elle vient s'entraîner, c'est déjà une partie mentale qu'elle a franchie. Parce qu'on reste des sports de combat, hein. On parle du MMA, mais on va travailler du ground and pound, du sol, de la lutte, etc. Ça reste quand même quelque chose qui est éprouvant physiquement. C'est quand même, et après, on parle même pas des autres disciplines, quand c'est du muay, quand c'est de la lutte, etc. Donc la personne, elle va devoir venir pour pouvoir acquérir un savoir. Et pour acquérir ce savoir, c'est qu'il faut savoir du mental. Donc qu'est-ce qui va conditionner son mental? C'est le fait de venir à l'entraînement, d'avoir envie de venir déjà, et d'aimer ce qu'elle fait. Parce que même si tu t'infliges entre guillemets une souffrance, ça ne durera pas dans le temps. Voilà, ça ne durera pas dans le temps. C'est une souffrance au moment M pour pouvoir avoir un plaisir, un temps T et un temps qui est long. Hein. Ah ouais, parce que toi, dans ton sport, tu te forges un gabarit, tu aimes bien commenter, tu es beau et des fois, on sait que l'apparence physique, elle compte énormément aujourd'hui. Ça peut t'ouvrir des portes peut-être pour des films, pour des séries, des castings, etc. En termes d'MMA, c'est pareil. Hein, t'as pas besoin d'avoir les oreilles en chou pour être fort en lutte, t'as pas besoin d'avoir une black belt pour être très fort. Surtout que maintenant les mecs le font tout seuls. Donc faut qu'ils donnent le mode d'emploi, hein, parce que nous on n'avait pas ce mode d'emploi. Non, on l'avait pas, non. Et du coup, tu vois,
ça permet à ces gens-là d'acquérir une sorte de mental et de se rapprocher de ce que demande la compétition. Oui, et des fois, même mes tout publics, ils s'entraînaient en même temps que des compétiteurs. Bien et sûr. vice-versa. Ça, c'était pour la partie tout public. Maintenant, sur la partie compétiteur, bah, comme tu as dit, moi, je trouve qu'un compétiteur, il doit avoir, en fait, comme je te disais au départ sur le premier round, il doit avoir une planification. Cette planification-là, elle doit être réglée en fonction de sa capacité mentale à avoir cette surcharge. Cette charge-là, pardon, pas surcharge. Cette charge d'entraînement, elle est très importante à sa progression et elle est très importante également à son résultat. Alors oui, le training camp va être dur, mais au final, je te jure que quand tu as fait ton combat, et ça peut se jouer sur 1 minute ou 2 en MMA des fois, ou même sur plusieurs rounds, et là tu comprends pourquoi tu as souffert lors de l'entraînement, pourquoi tu es venu, tu as fait ces répétitions-là et tout. Et ça s'appelle le mental. Alors des fois, ça peut dépendre de beaucoup de choses, ça peut dépendre aussi de ce que l'athlète a connu en type d'entraîneur ou en type d'entraînement. Mais on revient toujours à ce qu'on disait au départ, c'est que si tu n'as pas cet aspect-là, si tu ne développes pas cet aspect-là, que ce soit en body ou MMA, tu ne performeras pas. Je vais commencer, je vais prendre la parole. Ça marche. Par rapport aux réseaux sociaux, ce que je disais, j'avais même fait une vidéo que vous pouvez retrouver sur la chaîne MMA Secret Lab par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux. Il y a vraiment une utilisation qui est, pour moi, très importante et tu dois comprendre pourquoi tu utilises les réseaux sociaux. Parce qu'il y a un côté bénéfique aux réseaux sociaux, c'est que tu vas pouvoir justement montrer ton image, ton travail, décrocher peut-être des contrats de sponsoring avec une marque de vêtements, une marque de compléments alimentaires, t'aider à développer ton âme de compétiteur. C'est-à-dire qu'après, à partir de là, tu vas pouvoir engranger de l'argent et quand tu vas pouvoir engranger de l'argent, tu vas pouvoir derrière vivre de ce sport et t'entraîner à plein temps. Tu peux vivre de ça. C'est quelque chose qui est faisable grâce aux réseaux sociaux. Avant, c'était plus compliqué. C'était pas possible. Voilà, c'était plus compliqué, pas possible, très rare et tout d'avoir quelqu'un qui va vivre de son image sans avoir cette visibilité. Puis surtout, les réseaux sociaux, c'est gratuit. Tu crées un compte en 5 secondes, que ce soit YouTube, TikTok, Instagram. Et je pense qu'il faut avoir un travail. Moi, je pense que chaque combattant, en tout cas chaque athlète ou chaque même pratiquant, hein, si tu as envie de te... Parce que dans le fitness, il y en a hein, des femmes qui sont pratiquantes de fitness et qui arrivent à avoir 30, 50, 60 000 followers. Et alors qu'une compétitrice peut-être en fitness ou en bikini aura peut-être 5 ou 6 000. Elle aura du mal à engranger le truc alors qu'elle fournit plus de travail. Donc, je pense que c'est une image à travailler. Il faut travailler cette image, il faut être éduqué à travailler aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Et attention, le mauvais côté, je le disais, c'est qu'il y avait quelqu'un qui disait qu'au niveau des Jeux Olympiques, en tout cas de tout ce qui est olympien, tout ce qui est record du monde, aujourd'hui, va connaître des régressions à cause des réseaux sociaux. Parce qu'ils disent que les gens ne fournissent pas le pourcentage, donc le 1% nécessaire à performer pour faire un record du monde parce qu'ils sont occupés à la fin de l'entraînement à être sur leurs réseaux sociaux. Et donc, du coup, l'énergie qu'ils vont mettre dans leurs réseaux sociaux, c'est l'énergie qu'ils auraient pu mettre sur, par exemple, on va prendre l'exemple du MMA, sur du drill, sur du sac, ou par exemple du PAO, ou par exemple affiner sa technique en takedown et tout. Chose que, par exemple, moi, je te donne mon exemple à moi, et c'est mon humble exemple à moi, à la fin de l'entraînement en lutte, à l'époque où on était à l'US Métro, j'allais pas prendre une vidéo de moi en train de faire des takedowns, mais je prenais l'élastique, j'en faisais ça par entraînement. Et ça m'aidait justement à avoir des meilleurs takedowns. Donc, il faut avoir une utilisation limitée, cohérente et intéressante au niveau des réseaux sociaux pour les sports de combat. Et toi, t'en penses quoi au niveau du bodybuilding, toi ? Au niveau du body, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui arrivent à monétiser par leur image, etc. On voit aussi beaucoup de personnes qui critiquent ça aujourd'hui. Alors que c'est très certainement les personnes qui passent le plus de temps sur les réseaux sociaux qui critiquent. Donc c'est comme ça. Hein. Après, le truc, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, encore une fois, qui perçoivent mal tout ça. Mais chacun est libre de faire ce qu'il veut, de développer son business tel qu'il le veut. Et aujourd'hui, comme tu l'as dit, il y a cette possibilité de justement gagner de l'argent par son image. Avant, c'était quelque chose qui n'était pas possible. Il fallait uniquement être un grand champion pour pouvoir gagner de l'argent. Aujourd'hui, c'est vrai que par les réseaux sociaux, il y a du bénéfique et du néfaste. Parce que tu as des gens qui vont donner des très bonnes informations parce qu'ils sont très compétents dans leur domaine. Et puis, tu as d'autres personnes qui vont se réserver le droit de parler pour tout et rien dire, sans aucun bagage et sans aucune connaissance. Mais aujourd'hui, il faut accepter le fait que ces réseaux sociaux-là permettent justement à tout le monde, quelque part, de pouvoir réussir au travers de son image. Ça fait partie du monde d'aujourd'hui, ça fait partie du monde des sports, ça fait partie aussi du monde des finances. Ça fait partie de l'évolution. Même, tu sais, je vais te dire une chose, j'ai vu des avocats avoir des Instagram. Hein. Il y a des avocats aujourd'hui qui ont des comptes Insta, alors qu'avant, il fallait la plaque sur une belle rue à Paris et tout. Là, tu peux avoir un avocat qui va te donner 2-3 conseils en story, qui va monter comme ça et qui va toucher des clients grâce aux réseaux sociaux. C'est ça qui est fou aujourd'hui. Donc, c'est une puissance et une force de frappe importante.
Et comme je te disais tout à l'heure, je pense qu'il faut être éduqué à ça. Il faut se préparer, se former. Ça coûte rien. Pour celui qui en a envie, bien évidemment. Après, à la base, les réseaux sociaux, ça a été mis en place et puis chacun en a fait ce qu'il voulait. Voilà. C'est-à-dire que si on prend l'exemple des personnes qui se montrent sur les réseaux sociaux, que ce soit hommes ou femmes, pour montrer leur physique, si c'était des choses qui à la base n'avaient plus à personne et que personne n'avait regardé, bah aujourd'hui ce ne serait pas un business pour certains. Ouais, tu vois ? C'est vrai. Donc tout le monde en fait un petit peu ce qu'il veut. Et ceux qui arrivent à générer des choses avec les réseaux sociaux, eh bien, grand bien leur face, il n'y a pas à critiquer tout ça. Exactement. Nous, on n'est pas dans la critique, on est plus dans l'explication. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, encore une fois. Et on parle par rapport à notre expérience. Et puis, on a connu une époque où, on n'a pas non plus 75 piges, mais on a connu une époque où il n'y avait pas trop les réseaux sociaux, où ça venait de commencer. Et on a connu une époque où on est en plein dedans. Donc, nous aussi, on s'adapte, on essaie de... Le seul truc dérangeant, mais encore une fois, comme c'est ouvert, bah, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Bah, c'est les personnes qui vont donner des conseils sans être forcément connaisseurs des sujets. Chris, on attaque le 4e round maintenant. Donc on va championnat, c'est parti. Ouais, exactement. On va partir sur le 4e round qui est ni plus ni moins que Old School, New School. Sujet vague. Et intéressant. Ouais, très intéressant. Vas-y, je te laisse développer sur le body. Alors déjà pour commencer, que ce soit dans le body comme dans le MMA, en vérité, hein, il n'y aurait pas de New School s'il n'y avait pas de Old School. Clairement. D'accord ? Ouais, 100%. Donc il y a une petite guéguerre qu'on voit un petit peu partout entre l'ancienne école, la nouvelle école, ce que je trouve complètement ridicule en vrai de vrai. Parce que c'est qu'une question d'évolution, d'apprentissage, c'est que ça. Hein. C'est-à-dire que les gens de la nouvelle école, concrètement, les personnes qui sont compétentes, parce qu'il y en a beaucoup qui sont incompétents, mais ça, que ce soit nouvelle école, ancienne école, c'est la même chose. Le seul truc, c'est qu'il faut se servir justement de l'enseignement des anciens. C'est-à-dire il y en a beaucoup qui ont fait beaucoup d'erreurs, beaucoup de blessures, beaucoup d'erreurs. Et avec le temps, l'apprentissage, l'évolution fait qu'aujourd'hui, forcément, c'est plus cadré, plus professionnel. Et c'est comme ça que ça doit évoluer. Il ne faut pas être en train de se tirer la bourre à savoir qui sont les meilleurs, les anciens, les nouveaux. Enfin, à un moment donné, ça n'a pas de sens. C'est juste une question d'évolution et d'avancer dans le temps. Point. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de meilleure école, l'ancienne, la nouvelle. Il n'y en a pas forcément qui travaillent plus dur entre l'ancienne et la nouvelle. C'est faux, ça. Il y en a qui s'entraînent aujourd'hui, qui sont très forts et qui se déchirent. Ce n'est pas un souci. Sauf qu'à un moment donné, il faut apprendre des erreurs des autres et de se dire qu'aujourd'hui, si les anciens ont fait des conneries, il ne faut pas les reproduire. Et puis avancer sur que du positif à tous les niveaux, tout simplement. Ouais, clairement, dans le MMA, en tout cas, moi je reviens sur un truc qui me vient à la tête comme ça, c'est le sparring. Ouais. Tu vois, par exemple, je sais que quand nous on a commencé... se casser la gueule. Voilà, on se tabassait, on s'allumait et tout, et on pensait que le fait de s'allumer, ça nous rendrait plus forts. Maintenant, avec des études qui ont été faites dans la boxe anglaise, des études dans le sport et tout, dans les sports de percussion, on voit bien que ça a des réels dangers et puis c'est aussi contre-productif. Bien sûr. Alors, je dis pas qu'il faut pas faire de sparring dur, mais en tout cas, il doit être cadré. Il doit être cadré, tu dois faire les choses de manière cohérente pour pouvoir évoluer. Et tu peux pas, chaque cours, vouloir te tabasser en disant « c'est comme ça que je vais gagner mes combats, c'est comme ça que je vais être plus fort ». Non, donc ça, c'est une des erreurs dont on peut tirer profit. Pareil, le volume horaire. Peut-être que avoir un entraînement qui est très long ou trop long, ça peut donner des blessures, alors qu'on peut avoir un entraînement un peu plus court, plus intense, avec plus de récup. Pareil pour la muscu. Voilà, la récup, c'est pareil. La récup, avant, peut-être, c'est vu comme quelque chose d'être un peu... Ouais, tu fais rien. Ah, mais c'est ma journée de break. Aujourd'hui, mais si tu as eu un volume d'entraînement... non, ta récupération fait partie du process. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est aussi important que l'entraînement, que la nutrition. Mais il a fallu qu'il y ait des études pour voir le bénéfice du repos sur la performance. Bien sûr. Et ça a été des choses qu'on a maintenant, qu'on n'avait pas avant. Donc, comme tu dis, le bénéfice de ce qu'on a aujourd'hui, c'est grâce aux erreurs qu'il y a eu dans le passé. Et c'est valable dans tous les domaines. Hein, et ce sera comme ça dans 20 ans, c'est toujours pareil. Voilà, donc cette guerre-là de old school, new school, non. Hein, tu vois, par exemple, moi aujourd'hui, je côtoie des combattants qui sont de cette génération-là, comme je côtoie des combattants qui sont de notre génération, et comme je côtoie des gens qui nous ont appris, qui étaient avec nous à l'époque. Je pense à mon ami Jean-Louis Alberche, qui est un très bon combattant, qui était un très bon combattant et qui est un ami et qui justement faisait partie de cette génération. Et je pense que, tu vois, Jean-Louis, pour lui passer une dédicace, franchement, c'est un gars, je pense qu'il aurait été dans cette génération aujourd'hui, il aurait compris les principes, tout ça et tout, il aurait appliqué ça et ça aurait donné quelque chose de stylé. Je pense qu'il faisait super peur déjà à son époque, il s'entraînait correctement.
Et les erreurs en fait qu'on a faites dans le passé, il ne faut pas les mettre dans le futur. Et puis ce qui s'est passé avant, il n'y a pas besoin de cracher sur les gens qui ont fait du travail avant, comme il n'y a pas besoin de cracher sur les jeunes d'aujourd'hui. Vraiment que tout le monde en fait s'entraîne. C'est un apprentissage, c'est tout. Et cet apprentissage-là, bah, de toute façon, comme on dit, le résultat final, de toute façon, c'est la progression. C'est faire aussi de la lumière à notre sport, que ce soit pour le bodybuilding ou pour le MMA. On souffre quand même d'une image où on a l'impression que ceux qui pratiquent ces sports-là n'ont pas forcément d'intelligence. Ah ouais, ok, ça se contente à soulever des poids. Ah d'accord, t'es content. Si c'était que ça. Voilà, ça se contente à mettre un gauche-droite. Non, c'est pas que ça. Il y a vraiment quelque chose il y a un puits de science derrière. Profond. Et c'est pour ça qu'en France, on est en retard, c'est normal, parce que c'est pas notre culture. Et aux États-Unis, les mecs, ils mettent des études dessus, des millions, des neurochirurgiens. Et ça, c'est quelque chose qu'on verra rarement en France. Ouais. On va passer sur le 5e round, Chris. On passe sur le 5e round, c'est parti. Allez, c'est parti, on va passer sur le 5e round. Ok, Chris, on part sur le dernier round. Last one. Exactement, le 5e round. 5e round, on va parler d'un truc que tous les deux, on a vécu, et un pays qu'on a visité pour le sport, que ce soit toi en bodybuilding ou moi en MMA, c'est les États-Unis. C'est ça. Donc l'environnement entre la France et les États-Unis est ce qui change, ce qui diffère. Pourquoi nous, on a été là-bas. Donc, du coup, je vais parler au niveau du MMA. Donc, déjà, il faut savoir une chose, c'est qu'au niveau du MMA, bah, moi, je savais déjà à l'avance, parce que la première fois que j'ai mis les pieds aux États-Unis, c'était en 2010. Ça va faire presque 13 ans, hein. C'est long. Hein. Il y avait déjà des gros noms, il y avait déjà des champions, il y avait des gros gyms, et il y avait surtout une méthodologie de travail qui quasiment aujourd'hui est imprégnée de ma méthodologie de travail aussi. C'est-à-dire le plan au niveau des entraînements, au niveau de tout ce qui est wrestling, grappling, JJB, etc., dans des infrastructures immenses, mais également aussi des systèmes de cours qu'on voit beaucoup aujourd'hui, mais qu'il y avait déjà aux États-Unis avant, comme par exemple une salle aujourd'hui d'MMA, dans des académies à Paris ou en dehors de Paris, on voit que ça tourne toute la journée. Alors que le système ici, c'est un système associatif, et des fois on avait des cours que l'après-midi, le soir avec des gymnases, parce que c'était disponible, et que la journée, il y avait les écoles municipales, etc. Déjà, rien que ça, tu sais que tu peux t'entraîner le matin, l'après-midi, tu deviens plus performant. Et l'environnement, c'est quoi? L'environnement, c'est que tu as des gens, en fait, c'est leur travail. Donc leur travail, c'est d'entraîner, leur travail, c'est de faire performer, leur travail. Déjà, moi, j'ai vu les camarades de l'UFC venir, j'ai vu beaucoup de combattants se préparer pour des combats une semaine après au WEC, 2 semaines après à l'UFC, quelques jours après au Bellator, dans des organisations aux États-Unis. Donc moi, ce que je vais te dire, la différence entre ici et la France, déjà, c'est que déjà, numéro 1, ils ont plus d'expérience, plus de résultats et plus de satisfaction. Moi, en tant que Français, je suis allé là-bas, je me suis entraîné 1 mois, j'ai l'impression que c'est comme DBZ, un peu la salle du temps. Ouais. Tu as passé 5 semaines là-bas, tu as l'impression d'avoir passé 6 mois en France. Alors attends, je suis gentil quand je dis 6 mois, parce que le fait de t'entraîner 2 fois par jour avec les meilleurs coachs du monde et les meilleurs combattants, ils étaient tous là, et ils évoluent à l'UFC, c'est une qualité que tu pourras trouver nulle part ailleurs. Alors ici, oui, en France, maintenant, on commence, mais je pense qu'on a du retard, et c'est pour ça que moi, ce que je préconise aux gens, c'est d'aller quand même voyager, d'aller voir comment ça se passe. Et encore aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tu vois des grosses teams, Team Alpha Male, chez Henri Rouft, tu vois vraiment des grosses équipes où ça fonctionne, et t'as tout le monde du monde entier qui va là-bas. T'as tous les gens du monde entier, t'as des gens qui combattent au One, t'as des gens qui combattent au Bellator qui vont s'entraîner là-bas, t'as des Asiatiques, t'as des Africains, t'as de tout qui vont aller s'entraîner là-bas. Et moi, la différence entre la France et les États-Unis, pour moi, elle est de l'ordre vraiment de la performance et de la qualité d'entraînement que tu vas avoir. Elle va être différente, elle va être plus productive, et il n'y a pas photo. Aux États-Unis, je vous dis, on s'entraîne mieux qu'en France. Ça ne mettra pas d'accord tout le monde, mais je vous le dis et je l'assume, aux États-Unis, on s'entraîne mieux en France dans les sports de combat. Sur le côté body, je me rapproche beaucoup de ce que tu viens de dire. Il y a énormément de différences. Déjà, la taille des infrastructures, le fait qu'il y ait beaucoup de salles qui soient ouvertes 24 heures sur 24, le fait que ce soit un environnement très calme, c'est-à-dire que sur Paris, il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de tout ça, et on sait très bien que le stress nuit à la performance. Ça joue. Et là-bas, on est vraiment plus apaisé, c'est très professionnel, c'est-à-dire que ici, par exemple, pour avoir une structure avec la totalité des choses, donc un kiné, un préparateur physique, un nutritionniste, enfin, c'est quand même assez complexe. Donc dans le body, c'est différent parce que c'est de manière vraiment personnelle. Mais là-bas, on a vraiment la possibilité d'être à 100%
dans tous les domaines, donc l'entraînement, la récupération, la nutrition, etc. Ici, encore une fois, par rapport à ça, pour avoir la totalité des choses, il faut être dans des infrastructures comme l'INSEP, etc. Ouais. Bah, là-bas, en fait, dès le collège, dans tous les États, dans toutes les villes, rien que dans un collège, bah, on a tout ça. Donc au lycée, à l'université, en fait, tout ça est présent. Et donc forcément, ça te met dans un climat beaucoup plus professionnel et beaucoup plus prompt en fait, à la progression. Donc c'est tout ce mélange-là fait que bah, forcément la progression est radicale, quoi. Le sport en général, en France, c'est moins vu comme quelque chose de professionnel. Ouais, les gens le perçoivent beaucoup comme un loisir. Loisir, il y a aussi de la politique sportive qui rentre dedans, il y a aussi des conflits d'intérêts, des choses qu'aux États-Unis on va peut-être voir aussi également, mais je pense qu'on voit aussi beaucoup le résultat de la tête. Puis il y a beaucoup de partage. Voilà. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, ça pose pas de problème aux gens de s'entraîner ensemble, même s'ils peuvent être concurrents ou voilà, où ils vont combattre l'un contre l'autre. En France, on voit beaucoup moins ça malheureusement. C'est un esprit beaucoup moins ouvert, c'est dommage. C'est juste une question de perspective, c'est juste une question de mentalité en fait. Et moi, je vous pousse en tout cas à, si vous avez les moyens, encore une fois, si vous avez les moyens et que vous pouvez, d'aller aux États-Unis. De faire l'expérience. Voilà, de faire l'expérience. Et de se faire son propre ressenti sur la chose. Vous gagnerez forcément. Vous gagnerez forcément. Il n'y a personne qui sort perdant. On est allé plusieurs fois aux États-Unis, j'ai jamais perdu quoi que ce soit. Non, jamais. Même une chaussette, je ne l'ai pas perdue après la machine à laver. Vraiment, les gens, ils pensent que là-bas, non. Puis du coup aussi, ça te donne aussi ce qu'on parlait tout à l'heure au niveau du mental. Ça te donne aussi une capacité à aller seul quelque part, à aller t'entraîner avec des gens que tu ne connais pas, à te faire ta place. Déjà, le fait de voyager pour sa passion, ça peut être que bénéfique. Ouais, clairement. Et c'est pas donné à tout le monde. Donc, peu importe la passion, encore une fois, là on est sur les sports de combat, mais ceux qui nous regardent peuvent être issus de n'importe quel domaine artistique, etc. Et ils vont rejoindre ce qu'on dit. Bien sûr. Voilà Chris, on a terminé notre 5e round. Donc j'espère que l'émission vous a plu. Moi en tout cas, ça m'a plu de passer un bon moment. C'était top. Et dites-nous en commentaire si vous voulez que Chris revienne, s'il y a des sujets. En tout cas, en commentaire, il faut vraiment qu'on puisse partager avec vous. Donc revenez sur les points. Si vous voulez même qu'on approfondisse sur les sujets où on avait juste 5 minutes en fait. C'est exactement ça. On n'avait que 5 minutes. C'était un concept qu'on a mis en place aujourd'hui et qu'on a envie de continuer à mettre en place. Donc, on avait un condensé. Maintenant, si vous voulez développer des thèmes, je pensais au mental quand on en parlait. On peut passer 50 minutes sans problème. Exactement. Le mental, ça peut être une émission complète sur ça avec des anecdotes, etc. Et on pourrait vous donner cet équivalent-là. En tout cas, merci à vous pour ceux qui nous suivaient, qui donnaient la force. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et restez connectés parce qu'il y a beaucoup d'autres émissions qui vont arriver avec pas mal de gens. Et Chris, on te revoit bientôt. Avec grand plaisir. Voilà. Merci à vous tous et à bientôt sur la chaîne YouTube du MMA Secret Lab. À bientôt.